bien. On n'a pas entendu. Donc, je vais laisser tout d'abord la parole à Madame Barthelet, donc, qui est présidente de l'ODAB et également vice-présidente du Grand Besançon Métropole, puis à Monsieur Laurent Conf, qui est donc secrétaire de l'agence et également directeur départemental adjoint à la DDT du Doubs, pour ouvrir cette séance qui sera donc dédiée au travail de l'agence sur les zones d'accélération des énergies renouvelables. Merci beaucoup, Benjamin. Mesdames et messieurs, comme on a coutume de le dire, je vous salue en vos grades et qualités parce qu'on a un mix important d'élus et non élus. Donc, comme ça, je serai à peu près sûre de ne fâcher personne. En tout cas, bienvenue à vous tous et merci d'avoir répondu très nombreux à ce 30-30. On voit donc que c'est un sujet d'actualité, mais on n'en doutait pas, qui vous intéresse. Et que finalement, bien que le travail ait été déjà fait sur une partie du territoire, on continue à devoir s'y pencher. Et j'accueille, nous avons ici notre vice-présidente environnement de Grand Besançon qui nous a rejoint. On en a parlé il n'y a pas longtemps sur l'idée que probablement, même pour les communes qui ont délibéré, il faudra certainement y revenir pour aller peut-être plus loin dans les années à venir, en tout cas. Donc voilà, on espère par cette présentation que vous aurez, pour celles et ceux qui peut-être n'auraient pas encore réussi à effectuer ces aides pour celles et ceux qui auraient encore des questions, que tout ça pourra satisfaire votre curiosité. Moi, je voudrais juste dire le plaisir qu'on a eu au niveau de l'agence de pouvoir travailler main dans la main avec la DDT et je salue et je remercie la présence de mon très cher secrétaire qui est d'abord nommé d'ailleurs dans sa présentation comme en priorité secrétaire de l'ODAB. J'ai énormément de chance quand même et je la mesure, hein, je vous confirme. Ainsi que Madame le maire qui est à ses côtés. C'est si important de pouvoir travailler comme ça et de pouvoir apporter le service aux communes, communes, intercommunalités, voilà, qui en ont grandement besoin sur des sujets. Je l'ai dit dans mes propos liminaires qui seront très courts, hein, je vous rassure, bien sûr avec des grands enjeux, mais qui sont aussi très techniques et donc qui nécessitent forcément un accompagnement parce que bien entendu, dans chaque commune, on ne peut pas se débrouiller seul, sauf si on a quelques élus qui, par hasard, très compétents, ont bien voulu faire eux-mêmes toute la démarche sur le portail. Il faut quand même reconnaître que c'était un travail conséquent et qu'on était bien content, s'agissant par exemple des élus de Grand Besançon, de pouvoir compter sur le très bon accompagnement du service aide aux communes et de l'agence d'urbanisme. Ça nous a bien facilité la tâche. Voilà, le service aide aux communes et celui d'environnement de Laurine aussi, qui nous ont aidés, y compris dans la partie concertation avec des cartes de qualité, etc., qui facilitent le dialogue et facilitent cette prise en main technique. Voilà, mais écoutez, Monsieur Comte, je vous laisse la parole. Je vous remercie chaleureusement d'être à nos côtés et on vous laisse nous faire un petit état des lieux avant que Benjamin entre dans la partie plus technique. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous. Alors, de quoi parle-t-on? On parle des zones d'accélération pour la production d'énergie renouvelable qui ont donc été instaurées, créées par la loi du 10 mars 2024, qui est une loi très importante pour qu'on produise plus d'énergie renouvelable. Alors, que sont ces zones d'accélération d'énergie renouvelable? Finalement, c'est assez simple. Ce sont des cartographies tracées par les communes, par type d'énergie renouvelable, pour permettre d'atteindre les objectifs en matière d'approvisionnement énergétique. Comment ça se passe? Qui les fait? L'organe central, ce sont les conseils municipaux, puisque ce sont les conseils municipaux qui proposent en amont et qui valident en aval. Entre-temps, il va se passer plusieurs choses. De la concertation avec la population, un débat au sein de l'EPCI, une conférence territoriale des EPCI, puis une validation par un comité régional de l'énergie. Donc, on voit bien que tous les échelons sont appelés pour tracer ces zones d'accélération de production d'énergie renouvelable, la commune, le PCI, le département, la région. Processus qui peut paraître assez complexe, mais finalement, quand on regarde tous ces échelons, difficile de se passer d'un de ces échelons. Alors, pour mettre tout ça en musique au niveau de l'État,
un référent départemental des énergies renouvelables, plutôt une référente départementale, puisqu'il s'agit de Nathalie Valex, notre secrétaire générale, et donc qui s'appuie sur ce que fait la direction départementale des territoires. Alors, on parle de zone d'accélération de production d'énergie renouvelable, mais il faut se dire après tout, à quoi ça sert? Alors, officiellement, ça sert à raccourcir un peu les délais d'instruction. Officiellement, ça dispense d'organiser un comité de projet formel, mais tout à fait entre nous. Même si on est en zone d'accélération de production des énergies renouvelables, au regard de la complexité des projets, on a quand même intérêt à mettre en place des comités de projet informels. Et puis, ça permet, ça certains l'ont vu avec intérêt, notamment les communes dotées d'un PLU, de définir des zones d'exclusion. On pourra y revenir dans le jeu de questions-réponses. Alors attention, même si je suis dans une zone d'accélération de production d'énergie renouvelable, ça ne garantit pas en tout point que le projet va sortir. On a peut-être oublié une espèce protégée, on a peut-être oublié une contrainte, et puis peut-être qu'on va avoir d'autres problèmes qu'on n'avait pas définis quand on avait défini la zone. Il n'empêche. Je vous ai dit à quoi ça servait officiellement, mais pour nous, à quoi ça sert en vrai? En vrai, déjà, il y a une première chose qui est extrêmement importante. C'est la phase de concertation, qui permet, avec la population, d'avoir une discussion à froid autour de l'énergie, et pas une discussion à chaud, qui est toujours assez compliquée, avec un porteur de projet qui vient, et donc une focalisation assez forte, notamment des oppositions, qui ne garantit pas des discussions sereines. Deuxième point, peut-être le plus important, c'est se réapproprier le processus. C'est que les élus reprennent la main. Plutôt qu'être en réaction aujourd'hui avec des porteurs de projets qui frappent à toutes les portes et qui tentent leur chance un peu partout, là, c'est plutôt vous, élus, des messages que vous envoyez au préalable aux porteurs de projets en disant si vous allez là, une zone d'accélération, il peut y avoir des chances raisonnables qu'un projet aboutisse. Si vous allez en dehors de ces zones d'accélération, la garantie va être beaucoup plus faible. Et puis, troisième point, pour que tout ça marche, il faut évidemment que ça s'inscrive dans une politique énergétique du territoire. Alors, la politique énergétique, ce qu'on a vu, et d'ailleurs c'est l'angle qu'on a pris avec l'ODAB, le mieux pour que ça marche, et on a certains exemples, on le verra dans le département du Doubs qui sont intéressants, c'est qu'on ait une discussion rapide dès le départ au sein de l'EPCI. Que l'EPCI prenne la main de l'animation, et puis après on verra, selon la taille des communes, selon les couleurs politiques, etc., peut-être que toutes les communes ne partiront peut-être pas toutes en zone d'accélération de production d'énergie renouvelable, peut-être que toutes les communes n'auront pas la même ambition, mais ça donne une force de frappe extrêmement importante, notamment dans le cadre de la concertation et dans le cadre de la cohérence qui va être présentée à la population. Alors, où en est-on dans le Doubs aujourd'hui? Vous avez une carte qui apparaît ici, qui nous invite plutôt à l'optimisme. Alors, par rapport à d'autres départements, nous ne citerons pas, on était un petit peu en retard au début. Mais je crois que ce retard, finalement, c'est une avance. Pourquoi? Certains ont fait remonter des zones d'accélération de production d'énergie renouvelable très rapidement, sans grande garantie technique et surtout sans grande garantie de concertation. Donc, le temps qu'ils croient avoir gagné aujourd'hui sera sans doute peut-être du temps perdu quand il faudra concerter projet par projet. Alors, première remontée bien modeste, je le concède, au 15 avril, 20 communes ont fait remonter des zones d'accélération de production d'énergie renouvelable qui seront analysées au comité régional de l'énergie le 22 novembre. Je pense que assez rapidement, le comité régional de l'énergie va dire on n'y est pas pour assurer l'approvisionnement énergétique. Donc, il y aura sans doute, et en tout cas, on l'appelle de nos voeux, je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas, une deuxième remontée. Et là, sur la deuxième remontée, là, dans le Doubs, quand même, c'est beaucoup plus sérieux ce qui se passe, puisque c'est tout ce qui est en vert sur la carte que vous avez sous les yeux. C'est 223 communes qui vont faire remonter des zones d'accélération de production d'énergie renouvelable. C'est 10 000 zones de production, d'accélération de production des énergies renouvelables. Bon, si je fais un panel rapide, c'est quand même avant tout du photovoltaïque.
Et c'est quand même avant tout du photovoltaïque sur toiture. Pareil, on pourra répondre à vos questions, mais on voit, et je ne sais pas si j'ai vu qu'il était parmi les participants, évidemment, petit clin d'œil au président de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, puisqu'on voit bien là un travail assez exceptionnel qui a été fait à l'échelle de cette Comcom, puisque animation par la Comcom et toutes les communes ont répondu présent. Mais Benjamin vous le montrera tout à l'heure, Benjamin Gracieux de l'ODAB, d'autres Comcom ou communautés urbaines ou d'agglomération sont dans les mêmes dynamiques aujourd'hui. Alors la question centrale aujourd'hui, c'est évidemment comment s'y prendre pour définir ces zones d'accélération de production d'énergie renouvelable. Vous avez finalement 3 types d'informations. Première information, c'est dans la loi, on dit qu'on met à disposition des collectivités locales un portail de données sur des potentiels énergétiques, sur l'approvisionnement, etc., etc. Donc un portail qui entre nous n'était pas terrible au début quand la loi est sortie et qui aujourd'hui, évidemment, devient de plus en plus solide et robuste. 2, c'est les connaissances qu'ont les élus de leur territoire. Typiquement, un élu qui aujourd'hui a des éoliennes sur son territoire a tout intérêt à mettre ce champ éolien, même s'il existe en zone d'accélération de production des énergies renouvelables, puisque le jour où il fera du repowering, c'est-à-dire où sur le même champ éolien, il boostera la production énergétique, il sera bien content que ce soit dans une zone d'accélération de production d'énergie renouvelable, parce que j'ai oublié de le dire aussi, mais ce qui est intéressant pour certains projets d'être en zone d'accélération de production d'énergie renouvelable, c'est sur les appels à projets de la CRE. Donc là, on est au niveau national, évidemment, c'est sur les tarifs de rachat, etc. Et donc qui garantissent plus ou moins la viabilité d'un projet. Et puis, troisième champ de connaissances, c'est ce qui se passe au niveau de l'EPCI. Le PCI a des informations, certains EPCI ont des PCAET, d'autres dans le cadre de SCOT, de PLUI, d'autres réflexions, ont déjà des informations. C'est pas évident de se saisir de toutes ces informations. C'est pas évident, quand je rencontre des élus aussi, d'organiser la concertation. Pas la concertation en tant que telle, les élus savent très bien le faire, mais de dire, là, on est aussi un peu en concertation technique, et comment je vais apporter les réponses. Ben justement, et là, c'est le secrétaire de l'ODAB qui vous parle maintenant, l'ODAB a développé une méthode. Alors, quand je dis développer une méthode, clairement, moi, je la connais aujourd'hui à l'échelle de Loulisons, à l'échelle de Doux-Beaumois, à l'échelle de GBM, où on voit, me semble-t-il, que ça marche bien. Donc, il est intéressant que justement l'ODAB vous présente cette méthode, et vous le verrez, qui n'est pas qu'une méthode technique, il y a aussi une méthode sur l'appui de la concertation, puisque justement, pour ceux qui se sentent en retard, ceux qui se sentent un peu désemparés par rapport à tels outils, je pense que le travail de l'ODAB peut vraiment répondre à vos attentes. Bah, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Conf, et Madame Berthollet aussi pour cette introduction, pour le coup, je pense qu'elle a bien posé, en tout cas, les bases du sujet. Je vais essayer, du coup, d'être assez rapide dans ma présentation pour qu'on reste quand même dans les temps. Et je vais revenir pour ma part un petit peu sur, justement, toutes les politiques qui sont en train de se mettre, de décarbonation, de la production d'énergie, qui sont en train de se mettre en place au niveau national et maintenant au niveau régional depuis bientôt 1 an. Je pense que vous avez tous entendu parler, en tout cas, des COP et des ateliers qui sont en train de se mettre en place autour de différentes thématiques, mais derrière ça, on a notamment un sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est celui qui concerne l'objectif de mieux produire et qui vise notamment à décarboner le cycle de production d'énergie, c'est-à-dire à développer la production d'énergie propre. Ça, c'était également un des objectifs qui avait été inscrit dans le cadre du SRADET, donc le schéma régional de la Bourgogne-Franche-Comté. Là, vous avez quelques chiffres, je vais passer rapidement, mais c'est quelques chiffres qui posent aussi un petit peu, on va dire, les bases du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, finalement, c'est la production d'énergie renouvelable. Donc, on peut voir déjà sur les questions des logements qu'on a un peu plus de 60% des logements qui ont été construits avant les premières réglementations thermiques. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est aujourd'hui la 2e région française qui a le plus de passoires thermiques, donc des logements qui sont classés, qui ont des consommations énergétiques qui sont de niveau E, F ou G. Et quand on rajoute à ça le fait que plus de la moitié des résidences principales se chauffent également via des énergies fossiles, donc émettrices de gaz à effet de serre, comme le gaz ou le fioul,
que le chauffage, c'est l'une des principales sources de consommation énergétique dans le logement, on arrive déjà un petit peu mieux à cerner, on va dire, tout l'enjeu qui nous concerne tous aujourd'hui. On peut également rajouter à ça l'importance aussi des mobilités hein, dans le coût énergétique pour les ménages, pour les populations, avec notamment une distance domicile-travail qui a beaucoup augmenté hein, de plus de 50% en 20 ans. Donc ça, c'est un premier constat, enfin, des premiers constats qu'on peut bien partager sur les questions des consommations énergétiques. C'est intéressant de voir aussi que la majeure partie de l'énergie qui est consommée aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, elle est importée. Seulement 23% d'énergie consommée est produite dans la région. Je rappelle, s'il le faut, qu'il n'y a aucune centrale nucléaire, par exemple, en région. Et en matière d'énergie renouvelable, aujourd'hui, malgré tout, la région Bourgogne-Franche-Comté a des atouts importants aussi à faire valoir. Le bois énergie est notamment la première énergie renouvelable consommée. C'est aussi en lien avec toutes les occupations des sols boisés qu'on peut avoir sur le territoire. La région s'est aussi dotée d'un scénario qui est donc une REPOS, donc c'est une région énergie positive et bas carbone d'ici l'horizon 2050. Donc ça, c'est un objectif qui pose aussi des objectifs importants d'ici 2030 et d'ici 2050, notamment en matière de production d'énergie renouvelable. Sur la production d'électricité, par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à peu près à 19% d'électricité d'origine renouvelable en région, ce qui est nettement en dessous de la moyenne nationale qui est plutôt à 24%, et sachant que la région se fixe un objectif d'atteindre une part de 31%. Donc ça montre aussi qu'il y a un effort important à faire. Sur l'électricité, donc on a notamment trois sources intéressantes, l'hydroélectricité, le photovoltaïque, ça a déjà été évoqué tout à l'heure par M. Conf, et également l'éolien, il faut qu'on en parle aussi un petit peu. L'hydroélectricité, aujourd'hui, on a à peu près une puissance de 525 MW qui sont installés, mais ce n'est pas pour autant sur cette énergie-là que la région fixe des objectifs de développement importants. En revanche, sur le solaire photovoltaïque, on a aujourd'hui à peu près 628 MW qui sont installés en puissance. Donc ça, c'est des chiffres d'ici de fin 2022. Et pour l'objectif 2030, on est sur à peu près 3800 MW. Donc ça montre aussi que d'ici 2030, donc ça c'est bientôt, c'est dans 6 ans, l'objectif fixé par région, c'est une multiplication par 6 des installations photovoltaïques, en tout cas des puissances installées. Et si on se projette à 2050, on serait même sur du x 17 pour les puissances installées. Pour l'éolien, on est un petit peu sur le même type de schéma, c'est-à-dire un développement assez important. On a à peu près un peu plus de 1000 MW installés aujourd'hui. Et l'objectif, donc, ça serait de multiplier par quasiment 3 ces puissances-là et un peu plus de 4 d'ici 2050. Donc, ces chiffres-là, c'est surtout pour vous montrer finalement qu'il y a un effort attendu assez important. Et cet effort-là, notamment à travers la loi APER, donc ça a été évoqué tout à l'heure, la loi d'accélération pour la production d'énergie renouvelable, qui attend des communes, donc elles identifient des AR, donc des zones d'accélération des énergies renouvelables. On voit qu'il y a un effort aussi important qui est attendu de la part des communes. Là, je voulais juste rapidement vous présenter un petit peu la typologie qu'on peut avoir des collectivités en région. Donc ça, c'est toujours intéressant de prendre un peu de recul. Alors ça, c'est un travail qui a été réalisé par la NCT et qui dresse une typologie des communes. Donc vous avez 7 typologies, mais je vais vous la réduire pour que ce soit plus simple, mais qui montrent un petit peu leur répartition sur le territoire. Donc on retrouve certains grands centres urbains, des communes un peu plus périphériques et aussi beaucoup de communes rurales. Donc vous voyez leur répartition sur le territoire, on voit que tous les départements n'ont pas les mêmes typologies de communes. Et quand on regarde les chiffres à l'échelle régionale, donc là vous avez en bleu les pourcentages par catégorie pour la région, et en orange c'est pour la France, pour vous montrer un peu la comparaison. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est que vous avez des communes rurales, donc c'est les trois catégories qui sont plutôt à droite, qui représentent plus de 94% des communes dans la région, contre 88% en France. Donc on est quand même une région qui est foncièrement rurale, avec des communes qui, en très grande partie, quasiment les trois quarts ont moins de 500 habitants, 86% ont moins de 1000 habitants. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi que on a beaucoup de petites communes sur le territoire, avec aussi derrière, en réponse aux attentes aujourd'hui, aux enjeux en tout cas de production d'énergie renouvelable, des besoins aussi d'accompagnement technique.
Et c'est bien en réponse à ce besoin-là, qui avait déjà été exprimé plusieurs fois, notamment en 2023, que l'agence a donc proposé et inscrit dans son programme de travail pour cette année, donc l'année dernière, un accompagnement des communes sur justement l'identification, mais aussi la concertation autour de toutes ces démarches de ZAER. Alors, pour vous présenter maintenant vraiment plutôt les étapes de cet accompagnement un petit peu technique, l'agence a donc travaillé, on va dire, sur 3 phases principales. En amont donc du dépôt des zones sur le portail ENR, donc par les communes ou par le PCI, comme l'a évoqué M. Conf, c'est aussi un travail qui peut se faire à l'échelle intercommunale et il y a un intérêt à ce que ça se fasse aussi à cette échelle pour des questions d'efficacité. Le travail de l'agence, il va vraiment principalement se concentrer au tout début. Donc, l'accompagnement finalement qu'on a proposé aux communes à travers leurs EPCI en particulier, c'est déjà de cartographier toutes les zones, les AR qui sont potentielles et aussi créer les bases de données qui sont liées. Et pour ça, on s'est appuyé aussi sur toutes les attendus méthodologiques qui avaient été exprimées par l'État. Et le cas échéant, on a intégré quelques éléments de réglementation locale. On s'est appuyé à la fois sur des données qui étaient du coup mises en ligne sur le portail UNR. Si vous avez déjà été voir, on a énormément d'éléments qui sont déjà disponibles et on a également intégré des données qu'on avait également en interne au sein de l'agence. Éventuellement, j'y reviendrai après, on a également aussi intégré les zones qui avaient déjà été déposées par certaines communes parce que certaines aussi se sont lancées dans le travail. Donc tout ce travail-là de cartographie, on l'a réalisé et on l'a proposé ensuite aux communes qui ont pu s'appuyer là-dessus pour identifier, retenir ou non tout ou partie de ce qu'on leur proposait ou proposer d'autres zones ou des modifier. Et à partir de là, nous, on a pu ensuite, une fois qu'elles ont exprimé donc leurs souhaits en matière de zone, retravailler sur des cartographies finales des AR en vue de les soumettre à la concertation. Alors, soit au sein des communes, soit dans des réunions publiques à l'échelle de l'EPCI. Donc, tout ce travail-là, c'est un travail vraiment très technique que l'agence a produit en amont, mais c'est aussi un travail d'animation avec les communes, puisqu'on essaie de les accompagner, de leur expliquer aussi ce que sont les AR, ce qu'ils ne sont pas, et de répondre à leurs questions. Et on intervient également en appui à l'animation lors des phases de concertation auprès de l'EPCI concernés et des communes. Alors, pour rentrer maintenant dans la méthode, on va dire, de cartographie, je pense que c'est un peu intéressant qu'on s'attarde là-dessus. On a travaillé sur les 5 types d'énergie renouvelable qui étaient attendus, à savoir l'éolien terrestre, évidemment, dans notre secteur, le solaire photovoltaïque, alors au sol et sur toiture, toutes les énergies renouvelables qui sont regroupées sous l'appellation des chaleurs renouvelables, donc ça concerne aussi bien les réseaux de chaleur, le bois énergie que la géothermie, la méthanisation et l'hydroélectricité. Donc ce sont les 5 énergies qu'on a cartographiées, sur lesquelles on a travaillé. Et pour ce travail-là, pour faire simple, le principe, c'est qu'on a en fait identifié les zones qui sont favorables, encore une fois, au regard de ce qui était attendu par l'État et les services de l'État, les zones qui sont favorables au déploiement de ces énergies-là et les zones qui, au contraire, sont défavorables, alors soit au regard de différents critères, qui vont concerner soit le patrimoine naturel, le patrimoine bâti. Ça peut aussi concerner des fois certaines réglementations. Certaines installations, je pense à la méthanisation ou la géothermie par exemple, sont soumises à des réglementations d'installations classées pour la protection de l'environnement et de ce fait, il y a des reculs qui sont imposés, notamment vis-à-vis des ressources en eau pour l'alimentation en eau potable par exemple. On a également des reculs qui s'imposent vis-à-vis des zones résidentielles pour certaines énergies renouvelables, certaines installations. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on a pris en compte. On a également intégré, et c'est le cas dans le département du Doubs, des servitudes qui sont liées aux zones de survol à basse et très basse altitude, qui vont poser aussi des contraintes pour le déploiement de certaines ENR. Et enfin, le cas échéant, lorsque ça avait un impact sur le déploiement de certaines énergies renouvelables, on a intégré des réglementations locales. Ça peut être par exemple le cas pour le SCOT de l'agglomération byzantine qui est actuellement en vigueur et qui prévoyait également l'inconstructibilité, par exemple, des SNIEF de type 1, ce qui a concerné une partie du territoire, en tout cas vis-à-vis de certains projets. Donc, à partir de tout ce travail-là, il nous reste finalement de cartographier les zones potentielles, alors de façon très large, pour le déploiement des ENR. Lorsque l'on avait l'information, on a également intégré les zones qui avaient déjà été déposées par certaines communes sur le portail UNR. Donc, vous avez un exemple ici sur la carte
Ça permettait aussi de vérifier ou de compléter les zones qui avaient déjà été renseignées par les communes, ou en tout cas, ça leur permettait de comparer les deux informations entre ce qu'on leur proposait et ce qu'eux avaient déjà travaillé. Là, vous avez un autre exemple de cartographie. Donc, ce que j'explique rapide, ce que j'ai pas encore expliqué, mais c'est que toutes les cartographies dont je vous parle ont été produites pour chaque énergie renouvelable listée auparavant et pour chacune des communes qui nous ont sollicité à travers les EPCI. Donc, voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc, c'est des cartes finalement un peu grand format, des posters, et dans lesquelles on a renseigné donc les zones que nous on a cartographiées, plus les éléments de contexte qui peuvent concerner les installations déjà existantes, par exemple, ou des zones d'exclusion, ou des éléments qui avaient déjà été identifiés sur le portail UNR. Pour finir un petit peu cette présentation, enfin, en tout cas cette partie technique, et vous faire un bilan, en tout cas de l'action de l'agence, de l'accompagnement qui a été réalisé sur l'année 2024. Donc il y a 3 EPCI qui avaient sollicité un accompagnement auprès de leur commune. Donc, ce qui a été proposé aux communes, donc de la communauté de communes du Doubs-Beaumois, donc la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole et la communauté de communes Lison, c'est cet accompagnement. On a eu la totalité des communes du Doubs-Beaumois qui nous ont sollicité. On a eu à chaque fois pour les 2 autres EPCI à peu près la moitié des communes qui ont sollicité un accompagnement de l'agence. En tout cas pour la partie cartographique sur leurs aires. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les autres communes n'ont pas travaillé sur leurs aires. Ça, c'est important aussi de le souligner, mais elles ont fait le choix de travailler de leur côté sur ce sujet-là. Au final, on a un peu plus d'une centaine de communes qui ont été accompagnées dans le département du Doubs par l'agence, en plus du travail qui a pu déjà être fait par les autres EPCI et par les autres communes. Monsieur Comp avait déjà souligné le travail qui avait été fait, par exemple, par la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs. Et au final, pour vous donner ordre d'idée, il y a un peu plus de 600 cartographies, donc des posters, qui ont été réalisés pour toutes ces communes-là. Je pense qu'on est... Ça clôture la partie de présentation un petit peu technique. Je pense qu'on est bien resté dans les temps pour le coup.